Merci. Donc, je suis Marthe Ducos, je suis psychologue clinicienne et je travaille depuis plus de 10 ans maintenant au sein d'une équipe mobile de soins palliatifs dans un centre de lutte contre le cancer à Bordeaux, membre d'Unicancer. Le centre de lutte est membre d'Unicancer. J'ai un temps qui est dédié à l'accueil des familles, à côté de mon travail au sein de l'équipe mobile de soins palliatifs. Donc, je peux accueillir des familles dont le parent est à tout stade en fait de sa maladie. J'accueille les familles dans des consultations familiales et puis au sein d'un groupe parents-enfants que nous avons appelé Shifumi. Et donc, je suis en effet chercheuse associée au laboratoire psychopathologie et processus de changement à Paris-Vincennes, Saint-Denis, Paris 8. Et j'ai fait en effet mon travail de thèse à propos du deuil chez le jeune enfant lorsqu'il perd son parent d'un cancer. Ma clinique aujourd'hui s'axe auprès des familles dont un des parents est malade du cancer et je m'intéresse aux jeunes enfants qui traversent cette épreuve. La question de la littératie est pertinente pour cet accompagnement. Voici ce que je vous propose pour mon plan. Je vais parler un petit peu de la littératie et des enfants avec la question de la santé psychique, les constats de départ sur le terrain, le dispositif Shifumi et les consultations familiales, les objectifs, le déroulement de ce groupe, les spécificités de notre clinique et les effets de l'accompagnement. Alors, comme Clémence Coupa l'a très bien défini, et elle l'a précisé aussi grâce à la question de Guillaume Robert, un des participants, la littératie est l'ensemble des connaissances, des compétences permettant à une personne d'accéder aux informations nécessaires à sa santé, de les comprendre, de les évaluer et de les utiliser. C'est aussi l'ensemble des motivations et des capacités des individus à accéder, à comprendre et à utiliser l'information de manière à promouvoir et à maintenir une bonne santé. Dans ce cadre-là, je pose la question de la santé psychique qui entraîne celle de la santé et des conséquences physiques à moyen et long terme. On sait par exemple que la perte d'un parent dans le jeune âge va entraîner des vulnérabilités psychiques et physiques avec des taux de dépression plus élevés chez les enfants devenus adolescents et adultes. Il existe une quinzaine d'outils en langue française, aucune pour les collégiens. Et ça pose vraiment la question des petits-enfants. Finalement, comment est-ce que la question de la littératie est explorée chez les enfants? Alors, on note que chez les personnes les plus âgées, ce serait, pardon, les personnes les plus âgées qui éprouveraient le plus de difficultés pour comprendre les informations liées à leur santé, nécessaires à leur santé. Mais voilà, est-ce qu'on a exploré la question chez les enfants? Deux petites questions préalables, celle de l'attachement et de la famille. Je voudrais juste resituer que l'attachement d'un enfant envers son parent est toujours présent, quels que soient les liens qui les unissent. Cet attachement peut être sécure, mais aussi insécure, désorganisé, mais c'est toujours un attachement, un lien. De même, la famille reste toujours une famille, peu importe les événements, les séparations, les recompositions, la famille ne saurait être réduite à une série d'individus, elle forme toujours une unité, quoi qu'il en soit. Et puis, la deuxième question en préalable que je voulais soulever, c'est la question de la représentation de la mort chez l'enfant, qui est une question développementale en lien avec son développement psycho-affectif. La notion d'irréversibilité de la mort s'acquiert plutôt vers l'âge dit de raison, 6, 7, 8 ans, sauf si l'enfant est confronté dans la réalité à la perte, et c'est l'objet un petit peu de ma présentation aujourd'hui. Avant cet âge ou avant d'y être confronté, l'enfant a plutôt recours à la pensée magique et il croit son parent immortel. Les constats de départ sur le terrain, on retrouve évidemment, chez les parents malades du cancer, des souffrances physiques, fatigue, nausées, vomissements et psychiques qui sont très présents et qui touchent l'ensemble de la famille tout au long du parcours de soins. Souvent, les parents évoquent leur regret de délaisser leurs enfants par manque de disponibilité psychique, tout en exprimant des souhaits de protection,
vis-à-vis de leur famille et des besoins face à leurs difficultés à partager le vécu du cancer. Il y a une culpabilité importante du parent à ce niveau-là. De leur côté, les enfants, eux, ont des besoins spécifiques autour de la compréhension de la maladie, des soins palliatifs et de la fin de vie de leurs parents. Ils ont aussi des besoins par rapport aux effets secondaires de la maladie, aux effets secondaires des traitements. Et il y a une forte culpabilité aussi de la part des enfants. Donc il y a une culpabilité de la part des parents et une culpabilité de la part des enfants. Le cancer peut être vécu par l'enfant comme menaçant, avec la peur de l'attraper ou d'être contaminé, et que d'autres parents ou proches soient malades à leur tour. Ainsi, les enfants peuvent dire lorsqu'on les interroge, le cancer c'est de la pourriture ou le cancer on peut l'attraper. Des troubles du comportement, des angoisses, des peurs, de la détresse peuvent être présents. Les enfants parlent des sentiments de culpabilité qui les animent, d'abandon, d'injustice et de solitude face à la maladie et à la peur de perdre leurs parents. On peut retrouver aussi chez les enfants une culpabilité vraiment très importante, mais comme je disais, je parlais de cette culpabilité tout à l'heure, mais elle est souvent quand même cachée et tue, pas exprimée par les enfants. C'est en allant un petit peu fouiller qu'on s'en aperçoit. Elle a été décrite il y a longtemps par des psychologues et elle se montre vraiment sur le terrain. Il y a de nombreux mythes ou fausses croyances sur la maladie grave, les soins palliatifs et la fin de vie. L'enfant devrait être tenu à l'écart, protégé. Ce n'est pas de son âge, peut-on dire. Et pourtant, il le vit au quotidien. Les émotions au sein de la famille, et plus particulièrement celles des enfants, ne sont pas ou peu abordées, par mécanisme de protection de la part des parents, qui n'osent pas exprimer les leurs, et l'enfant, lui, en reflet, en regard, n'ose pas non plus. Si on ne dit rien, si on ne laisse rien paraître, c'est un peu comme si ça n'existait pas. Les parents parlent de la peur de ne pas trouver les bonnes réponses aux questions de leurs enfants, qui sont souvent, voilà, exprimées avec beaucoup de naïveté, parfois d'émotion. Ils ont peur d'être dépassés par leurs propres émotions ou celles de leurs enfants. Et il y a cette culpabilité dont je parlais tout à l'heure qui fait barrage en fait. Ces constats de départ du terrain se retrouvent dans la littérature. Je vous ai mis voilà quelques références. Et dans les constats de départ, on retrouve aussi le stade de la maladie finalement. Le cancer est une maladie grave, elle peut être une maladie métastatique, mais dans tous les cas, il y a une confrontation à l'idée de la mort. La mort est toujours présente dans les familles qui traversent cette épreuve, et notre postulat est d'inclure au sein du groupe dont je vais vous parler toutes les familles, peu importe le stade de la maladie. Le groupe Shifumi est un groupe parents-enfants. Alors, il y a aussi dans ce dispositif des consultations familiales. Mais aujourd'hui, je vais vraiment m'axer sur le groupe pour ma présentation. Ces propositions qui sont faites aux parents et aux familles, elles ont pour objectif principal le soutien psychologique des enfants, des adolescents dont un parent est atteint de cancer. Aujourd'hui aussi, je m'axe plus spécifiquement sur les jeunes enfants plutôt que sur les adolescents, même si évidemment, alors dans les fratries, on retrouve et des enfants et des adolescents, mais voilà, j'ai choisi aujourd'hui d'axer plus spécifiquement sur les enfants. On sait aussi que voilà, chez les adolescents, il y a un rapport à la mort qui est différent de l'enfant, donc je ne pouvais pas voilà, tout présenter aujourd'hui. Les familles sont accueillies pendant le parcours de soins du parent et quelle qu'en soit l'issue, comme je vous disais, on ne fait pas de différenciation par rapport au stade de la maladie. Elles peuvent être accueillies, ces familles, lorsque le parent est hospitalisé, mais aussi lorsqu'il est en traitement chez lui à la maison et qu'il vient ponctuellement, quelle qu'en soit l'issue, je vous l'ai dit. Et vraiment, on insiste sur, voilà, il y a des familles qui se côtoient où il y a une rémission dans une famille et puis une dégradation dans une autre.
Le parent malade est accueilli, le conjoint, le grand-parent, l'enfant et l'adolescent. Je parlerai pas aussi beaucoup aujourd'hui du grand-parent. Ça pourrait être voilà l'objet vraiment de quelque chose à part parce que c'est aussi un accueil très spécifique. Je travaille en cothérapie avec mon collègue Voskan Kirakovsian qui est psychologue aussi comme nous accueillons ces familles dans les locaux de l'Institut Bergonié. Donc, l'Institut Bergonié est un centre dit recours, hein, avec de nombreuses personnes qui viennent pour un deuxième avis ou pour un essai thérapeutique. Nous avons la chance de travailler dans un hôpital qui accorde de l'importance aux patients dans sa globalité et qui soutient un projet comme le nôtre en reconnaissant la place des enfants et le bénéfice de l'accompagnement psychologique au niveau familial aussi. Le groupe a lieu tous les premiers mercredis du mois et c'est important, cette permanence du groupe. Les familles savent qu'elles peuvent venir tous les premiers mercredis du mois à ce groupe. Nous utilisons beaucoup le jeu puisque nous accueillons des enfants, le jeu symbolique pour notamment les enfants qui n'ont pas accès à la parole hein, parce qu'ils sont trop petits. Hier, on avait des tout petits enfants au groupe voilà, qui ne parlaient pas forcément et qui pouvaient jouer mais aussi dessiner toute la symbolique autour du jeu et du dessin. Et puis l'importance aussi du bain de langage dans lequel l'enfant peut être plongé et qui peut avoir des répercussions voilà, sur sa compréhension, qui peut lui permettre d'entendre, de comprendre certaines choses. Et puis l'importance aussi de s'adresser à l'enfant, même s'il ne parle pas et que ses parents ont l'impression qu'il ne comprend pas ce qui pourrait lui être dit. Hein. L'importance aussi de ce bain émotionnel dans lequel l'enfant est plongé quand on parle de la maladie et des effets de la maladie sur la famille. Je vous ai mis le flyer voilà, que nous proposons avec, comme je vous disais, une partie groupe et puis une partie consultation familiale. Les objectifs, c'est accompagner l'enfant dans la confrontation à la maladie et ou à la mort de son parent, permettre dans un groupe de nommer et de vivre des émotions pour pouvoir se restaurer psychiquement et prévenir, apaiser les traces traumatiques. En effet, nous postulons que la maladie grave, la confrontation avec la mort peut amener chez l'enfant qui vit cela pour son parent un traumatisme. De la même manière, ce traumatisme peut se retrouver chez ses parents qui sont moins disponibles pour leur enfant car pris dans leurs propres émotions. Comme objectif aussi, c'est se retrouver avec d'autres parents qui vivent une situation semblable pour être mutuellement soutenus au sein d'un groupe de pairs et se sentir moins seuls et moins isolés. Pour les parents, se retrouver avec d'autres parents, d'autres familles qui traversent une maladie grave. Favoriser le partage des émotions et la communication au sein de la famille, et ce à plus long terme, hein, après le groupe. Soutenir le milieu familial face aux réactions parfois complexes des enfants. Soutenir les enfants là où les parents ont des difficultés à poser des mots sur ce qui se passe. Et prévenir les deuils compliqués ou pathologiques. Alors, pour illustrer notre propos, je vais vous décrire le déroulement du groupe. La première question qui est posée aux enfants, en général, c'est que savez-vous de la maladie de votre parent ou comment ça se passe dans votre vie de tous les jours avec la maladie de votre parent. Il peut arriver que les enfants décrivent la maladie de leurs parents avec tout un tas de mots dont les parents ont eu l'initiative ou bien d'eux-mêmes. On peut entendre crabe, boule magique, par exemple. Il arrive aussi que le mot cancer ne soit jamais exprimé par certaines familles parce qu'associé trop douloureusement, et le groupe est souvent l'occasion de le dire. Un des points aussi importants dans le groupe, c'est élaborer autour des fantasmes. Hein. Le cancer, on peut l'attraper. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Hier encore, une petite fille m'a dit, voilà, est-ce que le cancer, on peut l'attraper? Les modalités d'orientation, alors elles sont un peu multiples. Souvent, lors des premiers traitements, on voit nous-mêmes en tant que psychologue le parent malade. Il y a souvent une orientation par le temps d'accompagnement soignant aussi, et aussi évidemment par les médecins, les infirmiers, les aides-soignants qui travaillent avec la personne malade.
Il y a un temps d'organisation pour faire venir au groupe avec le mail, le téléphone et beaucoup de questions. Qui vient au groupe? Combien est-ce qu'il y a d'enfants? Quel âge ils ont? Quelle pathologie ont les autres parents, hein? Ça arrive qu'ils posent ces questions aussi. Et la rencontre se fait dans le hall d'accueil avec une visite de l'hôpital. Alors visite, c'est entre guillemets, mais on présente le bâtiment de chirurgie, le bâtiment de médecine, le bâtiment où les parents viennent faire les examens, le scanner, etc. Souvent, en fait, les enfants viennent pour la première fois, hein, dans les locaux, les lieux de soins de leurs parents. L'ouverture du groupe, quand je dis ouverture, ça veut dire que les familles peuvent venir une fois, plusieurs fois, et tous les mois, il peut y avoir de nouvelles familles, en fait. C'est ça qu'on appelle l'ouverture du groupe. Donc, je vous ai parlé des médias, le dessin, le jeu, et puis on a aussi des gourmandises qui font médias et qui permettent, voilà, d'accueillir les gens et d'échanger. L'alliance cothérapeutique, hein, le fait d'être en cothérapie est très aidante. Et puis, on essaye toujours de faire favoriser les échanges en donnant la parole à tout le monde, en faisant circuler la parole, et toujours essayer de questionner ceux qui parlent le moins pour leur proposer, pour inclure, mais sans contraindre. Le but est vraiment d'essayer de favoriser l'expression émotionnelle. Notre positionnement consiste à s'appuyer sur ce que les familles apportent pour construire le groupe autour de leurs questionnements et de leurs réponses. On n'amène pas, on n'impose pas la direction des échanges. On reprend par contre toujours les points importants et on essaie de ne pas laisser repartir les familles avec leurs questionnements. D'où l'importance d'être en cothérapie avec un travail mutuel et complémentaire. Mon collègue va entendre ou reprendre des choses qui sont différentes de moi. Notre rôle est de contenir et de sécuriser, je disais tout à l'heure, favoriser l'expression émotionnelle, hein, contenir, sécuriser, c'est comme ça qu'on peut permettre l'expression. Shifumi permet de soutenir l'enfant et sa famille et de contenir ceux avec quoi ils viennent, avec leur histoire, leurs difficultés et leurs ressources. Et Dieu sait qu'il y en a, hein. C'est vrai que souvent, nous nous attendons à ce qu'ils viennent avec des besoins et ils font valoir aussi des ressources très importantes. On compose aussi avec leur réalité et leur propre vérité autour de la maladie. L'enfant et ses parents sont invités à laisser émerger leurs émotions dans un cadre propice et à recevoir ce qui se vit, ce qui s'exprime ou ce qui ne se dit pas, ce qui se tait. En tant que psychologue, nous veillons toujours aux défenses des personnes qui sont dans le groupe, en amenant en fait de la réinterrogation, hein, de par notre rôle de psychologue, en fonction de ce qui est permis par le groupe. Les spécificités de notre clinique, c'est vraiment la singularité, un espace pour la singularité avec les ressources de l'enfant, son rythme pour intégrer la réalité de la maladie, à partir des chocs, pouvoir remettre de la pensée. Un espace aussi pour le lien à l'hôpital, à son parent, aux autres, au thérapeute, à lui-même, hein, à l'enfant. Un espace aussi pour la subjectivité, se sentir soi-même, laisser l'enfant être guide, se resituer, retrouver un rapport à soi dans le contexte de la maladie de son parent. Shifumi n'est pas à proprement parler un espace psychothérapeutique, mais ses effets peuvent être psychothérapeutiques. Les effets de l'accompagnement tout au long de la maladie, dès l'annonce, si c'est possible, hein, jusqu'aux soins palliatifs et à la fin de vie. Le besoin des familles de revenir ou pas, il est différent. Il y a les enfants qui expriment souvent leur souhait de revenir. Ils peuvent dire, j'aime bien discuter, j'ai pas pu tout dire. Les parents, pour eux, il y a plus de résistance et plus de difficultés à revenir à Londres, en tout cas. Euh, les effets aussi sont un soutien à la parentalité avec une maman qui a pu nous dire, je me souviens même plus comment je pouvais être maman avant la maladie. Et ça me met à mal. Le passage aux soins palliatifs, on remarque des différences entre les familles qui ont été accompagnées et celles qui ne l'ont pas été. Les soignants aussi peuvent le dire, hein. Les familles qui ont pu être accompagnées dans ce dispositif, il
il y a une forme en fait de projection vers l'avenir avec l'incertitude qui a été déjà évoquée, déjà parlée au sein du groupe. Alors que les familles pour qui il n'y a pas eu d'accompagnement, même s'il ne s'agit pas de les comparer, hein, bien sûr, mais il y a une forme de sidération et d'être bloqué dans l'ici et maintenant, avec tout arrive d'un coup, la maladie, la mort, la gravité, la séparation. Alors évidemment, il y a des différences hein, entre les familles parce que il y a bien des familles qui sont accompagnées différemment que dans le dispositif Shifumi, mais on entrevoit quand même ces différences. Euh, pour ce qui est des effets de l'accompagnement par rapport à la littératie, euh, on peut remarquer que l'accompagnement proposé permet aux familles de retrouver une certaine contenance et des capacités à s'adapter à la maladie et à sa dégradation. En soins palliatifs, il semble favoriser cet accompagnement, la transmission, ou plutôt les transmissions entre les parents et les enfants. Mais aussi des projections dans l'avenir sans la présence de l'autre. Il permet aux parents de transmettre à son enfant et à son conjoint des éléments qu'ils n'auraient pas pu dire sans le support d'un tiers. D'un support tiers, pas seulement d'un tiers, un psychologue, mais d'un support tiers, le groupe. Nous postulons que ces transmissions sont importantes pour le processus de pré-deuil de l'enfant et de son autre parent, faisant l'hypothèse que ce qui a pu être dit au sein du groupe, mais aussi avant et après le groupe, permettra de diminuer les mécanismes de protection dont nous avons parlé au début. Ces temps de groupe auraient-ils ensuite une influence sur le processus de deuil? Ça, c'est une question. Les familles dont un parent se retrouve en soins palliatifs sans avoir bénéficié d'accompagnement psychologique, que ce soit au sein du dispositif Shifumi ou d'accompagnement de mots par un psychologue, semblent souvent bloquées, hein, on peut l'observer, et des préoccupations centrées sur la mort avec une mise à l'écart de l'enfant parce que c'est trop préoccupant et ça prend trop de place. L'accompagnement psychologique semble ouvrir le champ des possibles. Et en définitive, et pour conclure, je voudrais insister sur le non-savoir des psychologues. Euh, Nous n'avons pas voilà, la réalité médicale en tête lors de ce groupe. Comme je vous disais, les familles arrivent et elles ont une définition de la maladie de leurs proches et la personne malade a sa propre définition. Nous nous appuyons sur ça et nous essayons d'avancer. Ce que nous amenons toujours, voilà, c'est l'incertitude et la réinterrogation, mais d'une place de psychologue. L'accueil des familles là où elles en sont, c'est un peu ce que je viens de dire, et essayer d'avancer avec une mise à disposition de notre appareil psychique. C'est l'image qu'on aime bien donner, nous les psychologues, c'est prêter, hein, mettre à disposition notre appareil psychique pour soutenir ce groupe avec un lien de confiance entre les familles et nous, qui permet l'élaboration des émotions, dire la parole, dire la peur pour pouvoir la penser, pour pouvoir l'élaborer, pour pouvoir en faire quelque chose et que ça ne paralyse pas la famille qui est touchée par cette maladie grave. Je vous remercie beaucoup de votre attention.